Je me permets de vous proposer d'attaquer cette nouvelle conférence, de commencer cette nouvelle conférence avec un sujet, à mon avis, qui est... On a beaucoup de choses à dire sur le pouvoir de l'intelligence artificielle et les entreprises responsables. Et pour parler de ces thèmes, on va avoir 3 temps forts avec 6 intervenants. Et je vais me proposer déjà de leur demander de nous rejoindre sur scène. Tout d'abord, Dafer Sedan, ici. Oh, je pense qu'on peut l'applaudir quand même. Antoine Goyer. Ce seront eux qui vont ouvrir cette session. Puis après, nous aurons Diane de Saint-Afrique avec Alan Ferbach. Puis Maximilien Reich et Laurent Chuffard. Voilà, vous avez tous les intervenants. Merci beaucoup de votre présence pour cette conférence. Cette conférence, donc, dont le titre, je le répète parce que c'est important, c'est ce qui va nous guider, le pouvoir de l'intelligence artificielle pour les entreprises responsables. Tout ça proposé dans le cadre de notre école Schema. Schema, vous connaissez sûrement, c'est une business school qui est bien évidemment implantée sur l'île. Vous avez un certain nombre d'enseignants qui sont ici et de chefs d'entreprise qui travaillent avec nous. Schema est une école de commerce, de business. Nous sommes sur l'île, nous sommes sur Sophia Antipolis, Paris. Nous avons aussi tout un côté international puisque nous sommes présents, que ce soit aux États-Unis, au Brésil, en Chine, en Afrique du Sud. Et on va aujourd'hui essayer de vous faire partager nos connaissances, mais également de les appliquer immédiatement à l'entreprise. C'est pour ça qu'on a formé des binômes, et ces binômes vont vous parler du fondement, de l'idée même de l'IA, dans différents domaines, et puis on va tout de suite l'appliquer à ce côté entrepreneurial, parce que c'est le but également de mettre ça dans la vie de tous les jours. De mon côté, je me présente, Frédéric Bossard, je dirige un master à Schema, 2 masters, le master Digital Marketing et le Digital Business et Intelligence Artificielle sur Sophia Antipolis. Masters qui sont, comme vous en doutez, axés sur le digital, mais l'intelligence artificielle maintenant est omniprésent dans le digital marketing aussi, avec tout le travail sur les données qu'on peut récolter de manière anonyme et bien sûr RGPD lorsque vous naviguez sur Internet. Et donc je suis très sensibilisé à cette notion d'IA, sur l'utilisation de l'IA, pas obligatoirement sur le développement. Je n'ai pas le profil de développeur et d'ingé dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais qu'est-ce qu'on peut en faire? Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est ce qu'on va exposer aujourd'hui avec différentes personnes. Et les premiers qui vont prendre la parole, il y a Dafer qui est directeur, je prends mes notes pour ne pas me tromper sur le master, qui est directeur du master Sustainable Finance en FinTech à Schema, qui est également responsable de la coordination internationale du master Corporate Finance, Financial Management, et il est également directeur de l'Observatoire international de la finance durable. Il est accompagné d'Antoine Goyer. Antoine Goyer est responsable de la formation à l'Académie de la Société française des analystes financiers. Il conçoit des programmes de formation liés à l'écosystème de la finance durable en mettant particulièrement l'accent sur les aspects réglementaires en Europe, la communication extra-financière des entreprises et la méthodologie d'analyse extra-financière. Là, j'ai lu parce que justement, je ne voulais pas du tout faire d'impair. Et moi, j'ai envie de lancer le débat, si vous me le permettez, avec une question à Dafer sur qu'est-ce qu'une entreprise responsable et est-ce que tu peux nous donner une idée, une définition de la notion d'entreprise responsable en 2023, presque 2024. Est-ce que tu peux nous faire partager cette connaissance? Bien. Merci Frédéric pour cette question qui est un peu surprenante, hein, si on réfléchit bien, parler d'entreprise responsable comme si nos entreprises étaient irresponsables. Alors, c'est un point très important. Pourquoi? Parce que on s'aperçoit au fond que c'est une question de changement de mentalité, de mindset. Ce changement de mindset est aujourd'hui important. Il a été suscité, je remonte un tout petit peu à l'histoire, par les fameux 17 objectifs de l'ODD, les 17 objectifs du développement durable lancés par les Nations Unies en 2015. Alors,
Une entreprise responsable, c'est au fond une entreprise qui s'inscrit dans son environnement tel qu'il a été défini par ses objectifs et qui se résume en fait dans 3 expressions: people, planet and peace. Dans le fond, une entreprise responsable, c'est une entreprise qui se préoccupe de son environnement, de ses externalités négatives, mais qui s'intéresse aussi à la dignité de l'homme, bien entendu, et le respect d'un certain nombre de critères qui relèvent de critères sociaux. Alors, pourquoi? Parce que depuis pratiquement 2 siècles, et si on peut mettre le slide que j'ai prévu, nous sommes rentrés dans une phase assez inquiétante. Une phase qu'on qualifie d'anthropocène. Alors je ne sais pas si le slide peut venir, parce que justement il montre une évolution assez intéressante, la voici. Et là, on s'aperçoit d'une chose, c'est que nous sommes rentrés dans une phase plutôt inquiétante à partir d'une période très claire, c'est-à-dire à partir de 1850, qui correspond en gros à la révolution industrielle. L'Anthropocène, c'est au fond le moment où l'homme a commencé à impacter son environnement naturel. Et donc, à ne pas se préoccuper de ces externalités négatives. Et ce qui est inquiétant ici, c'est que cet accroissement est exponentiel. Nous ne sommes plus sur du linéaire, exponentiel. Nous sommes à plus de 40 milliards de tonnes d'émissions de CO2. Autant dire que nous sommes dans l'irresponsabilité totale. Et cette irresponsabilité suppose une prise de conscience et donc un changement de mindset. Alors je reviendrai sur ce que nous faisons sur ce terrain-là. Mais pour répondre à ta question, je dirais de manière plus précise, la responsabilité sociale des entreprises, elle a été définie de plusieurs façons, notamment par la Commission européenne qui met l'accent sur l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales, environnementales, liées à leur activité commerciale en relation avec les parties prenantes. Il y a plusieurs tiroirs dans cette définition. Et je dirais que la responsabilité sociale n'a de sens que si elle s'appuie sur ce triptyque fondamental qui est l'ESG, l'environnement, le social et la gouvernance. Et donc, la RSE n'est pas seulement une histoire de petites fleurs, de petits oiseaux, c'est aussi une affaire qui, je dirais, concerne des problématiques telles que l'équité, telles que l'inclusivité, l'épanouissement des personnes, aussi bien dans les pays riches, l'hémisphère nord, que dans les pays pauvres, l'hémisphère sud. Puisque cette RSE, cette responsabilité ne va pas s'arrêter à nos frontières. L'ESG non plus, les émissions carbone non plus. Donc, évitons d'être injustes aussi vis-à-vis du Sud. Alors, la RSE, comme je l'ai dit, c'est une problématique très importante. C'est aussi une problématique qui fait référence à la manière dont on peut la mesurer, cette responsabilité. Et je voudrais parler d'une notion qui me paraît très importante aujourd'hui, c'est la performance durable. On ne peut plus conjuguer la performance au singulier. La performance, c'est le financier et l'extra-financier. L'extra-financier, justement, et les propos qui nous concernent, l'IA comme moyen, justement, de révéler cette information extra-financière, on reviendra dessus. En somme, et je conclurai juste très rapidement en passant la parole à Antoine, je dirais, beaucoup plus que la responsabilité, Frédéric, moi je parlerai du développement durable. Le développement durable, bien sûr, on peut se référer au rapport Brundtland de 1987. Je ne vais pas le faire. Moi, je dirais, le développement durable, c'est une équation à au moins 4 variables, qui n'est pas facile à résoudre. D'abord, c'est la responsabilité sociale des entreprises. Deuxièmement, c'est la prise en compte de l'ESG par rapport à cette responsabilité, de l'environnement, du social et de la gouvernance. La troisième variable, qui est importante, c'est que l'entreprise investisse de manière socialement responsable. L'investissement socialement responsable, l'ISR. Et enfin,
la prise en compte du temps. Le temps, c'est-à-dire l'altruisme intergénérationnel. Sortir du court-termisme qui nous anime, qui nous anime tous les jours, et penser à nos enfants, penser à leur bien-être dans le futur et être en cohérence avec nous-mêmes. Aimer nos enfants aujourd'hui, mais aussi les aimer demain. Donc cet altruisme constitue la 4e composante du développement durable. Et c'est cela, je pense, la toile de fond qu'on doit avoir en tête. Merci d'affaire pour cette précision et tu définis en fait cette notion. Antoine, un sentiment par rapport à ça? Un sentiment, oui. Positif, j'espère. Positif, effectivement. On parlait d'entreprise responsable, effectivement, ça fait un peu plus d'une quinzaine d'années, une vingtaine d'années qu'on parle de RSE dans les entreprises. En 2019, la loi Pacte a inscrit la responsabilité sociétale des entreprises dans l'objet social. Et force est de constater, c'est que ça avance pas très vite. Ça avance pas très vite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises n'ont pas ou très peu modifié leur modèle d'affaires. Des modèles d'affaires qui ont encore un impact négatif sur l'environnement ou sur le social. Alors, en 2019, la Commission européenne a lancé son Green Deal, son pacte vert pour l'Europe, en se disant désormais, on va orienter un maximum de flux financiers vers des projets durables et des entreprises qui sont durables. C'est-à-dire que le sous-jacent de cette réglementation, c'est de se dire, en contraignant l'accès au financement ou à l'investissement dans les entreprises, en limitant cet accès à des conditions, des contraintes de durabilité, on gagnera le changement de modèle d'affaires pour les entreprises. Et aujourd'hui, c'est ce qui se met en place, à savoir que tous les investissements qui vont être faits dans les mois, dans les années, dans les décennies qui vont venir, ces investissements seront conditionnés à un certain niveau de durabilité. L'Europe a lancé ce qu'on appelle la taxonomie européenne, qui classe les activités économiques des entreprises selon leur niveau de durabilité. Et les financements, qu'ils soient de l'investissement privé ou du financement bancaire, seront orientés sous ces conditions de durabilité. Et en limitant cet accès au financement des entreprises, on espère les contraindre à modifier leur modèle économique vers un modèle économique beaucoup plus durable. C'est ce qui se met aujourd'hui en place. C'est-à-dire qu'on veut que les investisseurs passent d'une logique de rentabilité à une logique de durabilité. Et qu'il n'y ait plus que le profit financier qui compte, mais le profit financier et le profit durable également. Donc c'est vraiment ce qui se met en place aujourd'hui. Alors c'est vrai que dans toutes les mutations économiques, ça engendre des contraintes, mais ça aussi génère des grosses opportunités. Et aujourd'hui, pour les entreprises qui veulent se lancer dans du développement durable de leurs activités, ça va ouvrir un accès au financement et au développement très fort. Et c'est sous cette contrainte qu'on espère que les entreprises modifieront leur modèle d'affaires. Oui, c'est ça, Antoine, j'allais rebondir sur cette notion-là. Ça veut dire qu'il y a un changement du modèle économique au niveau des entreprises. En tout cas, on veut le contraindre par la finance. C'est ça l'objectif. Et donc ça veut dire, alors moi je vais sur mon domaine, certes la finance va contraindre, mais ça veut dire que derrière le marketing va suivre, et ça veut dire qu'il va falloir en fait réinventer une nouvelle façon de vendre, de consommer. On va aller jusqu'où en fait? On en discutait un peu tout à l'heure. Le problème c'est qu'il y a eu beaucoup de marketing autour de la RSE pour vendre, sans modifier profondément les modèles d'affaires. Donc là ce qu'on veut, c'est avec la finance modifier en profondeur le modèle d'affaires. Après, le marketing et la communication pourra faire son travail. Ok. Alors, je reviens sur vers d'affaires. Quel est le cadre de gestion réactive de la performance pour les entreprises réactives? Quel est le nouveau cadre de gestion de la performance que les entreprises doivent adapter? Alors, là, Frédéric, tu fais référence au changement de modèle. Tout à fait, c'est voilà. La suite. Changement de modèle. Moi, plutôt que de changement dans le sens d'une révolution, je dirais qu'aujourd'hui, Antoine vient d'y faire référence, il y a plutôt une évolution indispensable, inéluctable de notre modèle économique.
inéluctable. Pourquoi? Parce que, je dirais, c'est une mise à jour de nos outils de pilotage. De nos outils de pilotage d'entreprise. Pour être très très concret, je dirais que l'entreprise va pouvoir profiter d'une nouvelle façon de produire, une nouvelle façon d'utiliser ses moyens de production. Par exemple, au lieu d'accumuler des facteurs de production, comme on le fait aujourd'hui, pourquoi pas louer ces facteurs de production? En d'autres termes, l'idée, c'est d'agir de manière verte, comme on dit, équitable, inclusive. Dans le fond, moi je dirais, la vraie question, c'est comment intégrer ces externalités négatives. On a besoin de revoir notre modèle de fond. On a besoin de revoir notre fonction de production. Rappelez-vous, pour ceux qui ont fait économie, on leur expliquait au tableau que la production était fonction de K et de L, capital, travail. Cette fonction n'a plus... manque de pertinence aujourd'hui. On a besoin d'aller vers des fonctions de production que je qualifierais d'augmenter, qui est le centre même de notre modèle. Augmenter de quoi? De deux facteurs de production, deux autres facteurs de production qu'on a négligés pendant 2 siècles, c'est la nature, N, et l'humain, H. Et donc, comment concilier l'économique et le vivant, dans le fond, c'est ça, qui est un vieux débat d'ailleurs. Et donc le changement de modèle va passer par, bien entendu, non seulement la fonction de production, mais la façon de calculer la performance. La performance, c'est une performance durable aujourd'hui, c'est-à-dire financière, extra-financière, qui correspond au principe de la double matérialité dont on parle aujourd'hui, et qui sera sans doute illustré par Antoine tout à l'heure. Et je rappelle que la réglementation de l'Union européenne va dans ce sens. Les normes de comptabilité verte qui vont être adoptées à partir du 1er janvier 2024 vont dans ce sens. Donc dans le sens d'un changement profond de la comptabilité, de la façon de calculer la rentabilité, de la façon d'apprécier également les facteurs de production dans l'autre façon de calculer la productivité, au fond. C'est ça le débat de fond, je pense. Et donc, si on s'applique à réfléchir là-dessus, on pourra véritablement respecter des points essentiels qui sont des points d'éthique également. Et alors, si on parle de données, et j'ai envie de dire, est-ce que là, si je reprends la notion d'intelligence artificielle, est-ce que l'intelligence artificielle va pouvoir aider à mettre tout cela en place? Antoine, si tu veux prendre la parole là-dessus, sur ce thème? Oui, alors, je vais revenir 2 minutes sur la valorisation d'entreprise, parce que, comme l'a évoqué l'affaire, c'est le cœur de notre travail en tant qu'analyste financier. Jusqu'à il y a quelques années, quand on évaluait une entreprise dans le but d'investir ou pas dedans, généralement des sociétés cotées en bourse, on n'évaluait que la partie financière. C'est-à-dire qu'à partir des bilans, des comptes de résultats, des bénéfices, on donnait une certaine valorisation de l'entreprise. Aujourd'hui, on introduit ce qu'on appelle l'analyse extra-financière, c'est-à-dire on va introduire ces critères environnementaux et sociaux dans la valorisation de l'entreprise. Je vais vous donner quelques exemples pour illustrer ce que je veux dire. Si je souhaite valoriser une entreprise qui produit du papier, l'industrie de la papeterie, très consommatrice en eau, si on connaît à nouveau des périodes de sécheresse très fortes qui vont arriver dû au dérèglement climatique, ces entreprises vont se voir interdire de consommer de l'eau et donc arrêter leur production pendant 3, 4 mois, 6 mois. Donc ça, c'est une entreprise qui va perdre de la valeur parce qu'elle n'aura plus accès à ses ressources naturelles. Demain, une entreprise sucrière dont on a arrêté un pesticide qui combattait un parasite de la betterave sucrière, la production de betterave sera diminuée entre 20 et 30%. Cette entreprise va perdre 30% de sa production, donc de sa valeur, de son chiffre d'affaires. Une entreprise qui produit des injecteurs pour moteurs diesel, en 2035, c'est fini, il n'y a plus de moteur diesel. Cette entreprise n'a plus de valeur, ou en tout cas très faible. Et donc, vous voyez bien que quand on réintègre ces impacts, ces critères ESG
dans la valorisation d'une entreprise, les entreprises sont fortement dévalorisées. Ça, c'est le premier principe de ce qu'on appelle l'analyse extra-financière. La deuxième notion d'affaires, on a parlé sur la double matérialité. Elle se traduit comment pour l'entreprise, la double matérialité? C'est qu'aujourd'hui, une entreprise peut être victime des enjeux environnementaux et sociaux. Comme je l'évoquais tout à l'heure, une période de sécheresse, la production s'arrête, l'entreprise est victime du dérèglement. Mais l'entreprise est également responsable, puisque c'est cette même entreprise qui va émettre des gaz à effet de serre, qui va augmenter le dérèglement climatique. Donc dans cette logique de double matérialité, l'entreprise peut être à la fois victime, mais aussi être à l'origine des dérèglements, en tout cas des objets de pollution. Donc dans toute cette logique, effectivement, aujourd'hui, on se doit d'évaluer les entreprises en tenant compte à la fois du financier et de l'extra-financier. Et donc tout ça, on a cette intelligence humaine et donc l'intelligence artificielle, parce qu'il y a des données là-dessus numériques. Donc je fais la suite un petit peu de ce que vous nous dites. L'IA va nous aider comment ? Est-ce que l'IA va nous dégrossir les données et que l'analyste humain va finaliser? Ou est-ce que l'IA va nous donner directement la réponse d'affaires? Alors, moi, je vais commencer par la conclusion. L'IA va nous permettre de réduire les gaz à effet de serre de manière substantielle. Certains, une étude récente vient de signaler une baisse à peu près d'évaluer une baisse de 15 à 20%. D'ici 2030, donc des gaz à effet de serre. Pourquoi? Parce que l'IA, dans le fond, c'est quoi? C'est d'abord de l'information. C'est de l'information pertinente. L'IA, c'est ce qui nous permet, c'est un outil qui nous permet d'obtenir une information pertinente. Or, de quoi avons-nous besoin aujourd'hui? On a besoin de cette information qui est cachée, cette information extra-financière que nous ne pouvons pas véritablement percevoir, calculer, évaluer. C'est-à-dire nous avons besoin d'outils intelligents qui nous permettent d'extraire de l'information extra-financière sur l'impact de l'entreprise sur son environnement, l'impact de l'entreprise sur la société et l'impact de l'entreprise en matière de gouvernance. Donc, l'IA, c'est un outil puissant qui va nous permettre de, 1, capter cette information pertinente. 2, l'IA va nous permettre de prévoir aussi un certain nombre, grâce à l'information, un certain nombre de phénomènes climatiques, des catastrophes, donc un outil de prévision très puissant et qui sera de plus en plus puissant à mesure qu'il va se nourrir de data. 3, c'est un outil qui va nous permettre de développer nos stratégies RSE. C'est un outil qui va nous permettre de dire comment on va avancer en matière de transition écologique. Donc, on arrive ici à un point très important. Une main seule ne peut pas applaudir. Cette affaire, c'est une affaire de double transition, twin transition. La transition écologique ne pourra réussir que si nous réussissons le défi de la transition numérique, de la transition digitale. Et l'IA est au cœur de cette transition numérique. Voilà en substance, et je ne sais pas, Frédéric, si tu veux qu'on parle de ce que nous faisons sur le terrain, nous-mêmes à Skema, ou je te laisse tout. Justement, je voulais juste donner la parole à Antoine si il voulait nous informer. Oui, rapidement, effectivement, faire le lien entre l'intelligence artificielle et l'analyse financière et extra-financière. Effectivement, alors juste un petit mot, à partir du 1er janvier 2025, les entreprises vont être obligées d'éditer ce qu'on appelle des rapports ESG, des rapports environnementaux. Aujourd'hui, on connaît les exigences en termes d'indicateurs, c'est à peu près 1200 indicateurs que les entreprises devront fournir dans le cadre de ce qu'on appelle la CSRD.
1200 indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance pour chacune des entreprises. Imaginez la quantité de données que cela représente dans le monde, enfin en Europe en tout cas, puisqu'il n'y a que l'Europe qui va être concernée pour l'instant. Et donc, seule l'intelligence artificielle nous permettra de traiter de façon optimisée ces données et d'en extraire effectivement des modèles d'analyse qui soient les plus pertinents possibles. Voilà. Donc aujourd'hui, l'IA, c'est la capacité à traiter un maximum de données environnementales, sociales et de gouvernance dans un minimum de temps. Merci Antoine. D'affaires, comment Schema, avec ses partenaires, son écosystème, peut aider? Alors moi je dirais, Schema, d'abord c'est une école de la connaissance, pour la connaissance, c'est une école engagée. Je dirais que nous sommes au cœur même de cette problématique de l'intelligence artificielle. Je vais essayer d'illustrer de deux façons, très rapidement, Frédéric, juste une minute. Mais avant de l'illustrer, je dirais qu'on a deux façons d'appliquer tout cela. Deux façons. Soit la réglementation dure, la hard law, et Diane va en parler tout à l'heure en tant que juriste, ou la soft law, c'est-à-dire, ou la smart law, c'est-à-dire, au fond, un engagement sociétal. C'est le choix que nous avons fait à Schema, c'est cet engagement sociétal à travers deux types d'actions, plusieurs actions. Schema Transition, qui est représenté ici par Isabelle, fait énormément, Isabelle Joly, fait énormément de choses. Mais nous, à notre petit niveau, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a lancé un programme qui permet de former les futurs acteurs de cette transition écologique et numérique. Parce qu'il faut agir. Il ne suffit pas de blablater, de parler. Il faut agir et former. Donc, la question de la formation. Deuxièmement, c'est la recherche. La recherche, ce n'est pas facile. Et là, nous avons essayé de contribuer. Déjà depuis 2011, on a fait paraître un ouvrage qui s'appelait à l'époque « La finance durable, une finance pour le 21e siècle », en 2011 déjà. Vous voyez, on a poursuivi cet effort. Aujourd'hui, en matière de recherche, on a essayé de contribuer à la mesure d'impact. Un thème très très important, la mesure d'impact, l'impact au fond des entreprises, leur progrès en matière de développement durable. On a lancé un instrument qui est un spin-off de nos travaux de recherche, on est tombé dessus un peu par hasard, le Sustainable Performance Indicator, c'est un indicateur qui mesure la performance globale dont Antoine parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la performance financière, extra-financière. Je n'en dirai pas plus, si vous voulez, on pourra en parler de manière plus longue, mais vous pouvez aller déjà sur le web et vous verrez ce calculateur, ce n'est pas un agrégateur, le SPI, spicescore.com, qui est un calculateur et qui permet véritablement de contribuer au débat avec d'autres propositions qui sont faites par d'autres cabinets et d'autres fournisseurs d'accès ESG. Antoine, une conclusion sur ce thème? Oui, une petite conclusion, juste pour dire qu'effectivement, moi, aujourd'hui, je représente l'engagement sociétal de Schema, puisque, effectivement, Schema a à cœur de travailler avec ses partenaires professionnels et qu'aujourd'hui, c'est avec un vrai plaisir qu'on partage sur un des programmes de finances durables où Schema associe à ses masters académiques une certification professionnelle reconnue par les analystes financiers. Et effectivement, c'est toute cette valeur et tout le travail de concert qui vise à mettre en cohérence l'apprentissage académique et les réalités professionnelles du terrain. Voilà. Merci beaucoup pour cette première intervention. On est quasiment à l'heure, donc on va avoir 5 minutes de questions-réponses. Est-ce que dans l'auditoire, vous avez des questions? Vous voulez qu'on approfondisse sur un thème en particulier? Alors, les micros. Merci, Maximilien. Merci, bonjour. Christophe Delabarre, Kéros, la direction en temps partagé. J'ai été saisi quand vous avez parlé des 1200 indicateurs. Je me demande quel est l'impact carbone de cette super disposition. Voilà, merci. Ah oui, c'est toute la bureaucratie européenne qui vise effectivement qu'à des objectifs ambitieux. Alors exactement, c'est 1178. Mais
Alors, ça va s'appliquer aux plus grosses entreprises en 2025, puisque seront concernées uniquement les entreprises qui réalisent plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou de 25 millions d'euros de bilan. Donc, 2025 les plus grosses, et puis jusqu'en 2029, effectivement, on va descendre sur les seuils pour arriver en 2029 à toutes les sociétés cotées en bourse de plus de 10 salariés. Et pour les sociétés non cotées, ce seront les sociétés de plus de 250 salariés. Sauf que certains vont se dire, c'est bon, je suis en dehors de mon spectre. Mais en fait, pas du tout. Une petite PME de 50 salariés, dont le client est une société cotée en bourse. Cette société cotée aura des obligations, notamment en termes de réduction carbone. Donc, elle va la décliner et la descendre jusqu'au niveau de son fournisseur. Et donc, tout le monde, à terme, sera concerné par ces indicateurs. Voilà, par effet ricochet. Mais oui, 1200 indicateurs qui seront à reporter. Et ces indicateurs, le résultat de ces indicateurs seront publics sur un site officiel de la Commission européenne. Et tout le monde, par transparence, pourra consulter les indicateurs extra-financiers de chacune des entreprises en Europe. Voilà. Voilà, moi j'avais une question sur la fiabilité et la sécurité de l'intelligence artificielle, puisque l'intelligence artificielle, par définition, est alimentée par un certain nombre de personnes. Et donc, quels sont, je dirais, les garde-fous parce que ça peut être aussi bien des forces du mal que des forces du bien, enfin, dit autrement, pour résumer très vite. Alors, je pense que ça serait une très bonne transition pour la deuxième partie. Oui, parce que la vraie question, c'est ça. L'intelligence artificielle est-elle intelligente? La vraie question, elle est là, puisque l'intelligence artificielle n'est que le reflet des connaissances qu'on lui donne. Mais on va en parler sur la deuxième partie. Une autre question, peut-être? Monsieur. Oui, bonjour. François Le Sonnet, Gouvernance et Valeurs. C'est une question qui recoupe un peu beaucoup celle la précédente, mais néanmoins, la double matérialité est un sujet qui fait polémique tout de suite. Vous avez évoqué ce terme une fois. Quelle est votre opinion sur l'état du débat actuellement? Est-ce que vous pourriez nous donner de votre point de vue les grands axes qui sont ici en jeu? Je ne voudrais pas citer un nom, mais je vais le faire quand même, celui d'Emmanuel Faber. Et il y a quand même en coulisses de très très grands enjeux qui sont en discussion tout de suite et qui manquent de clarification. Alors, quelle est votre perspective dessus, s'il vous plaît? Merci. Alors, la polémique de double matérialité, je ne crois pas qu'elle soit polémique en Europe. Elle l'est aux États-Unis, effectivement. Mon point de vue par rapport à ça. Pour faire simple, la double matérialité, c'est quoi? C'est, je l'ai expliqué tout à l'heure, une matérialité financière. Toutes les entreprises peuvent être impactées par le dérèglement climatique, par des mouvements sociaux. L'impact financier sur les entreprises. Et en Europe, on parle de matérialité d'impact, la double matérialité. C'est l'impact que l'entreprise a sur son environnement. Aujourd'hui, aux États-Unis, ils s'accordent à dire qu'ils ne prennent en considération que la matérialité financière et ils ne veulent pas entendre parler de matérialité d'impact. Globalement, ils ne veulent pas qu'on puisse évaluer les effets négatifs de l'entreprise sur l'environnement. Aujourd'hui, je vous pose la question, est-ce qu'on peut continuer à faire des modèles d'affaires sans se soucier de l'impact sur l'environnement et sur le social? La réponse est non. Pourquoi aux États-Unis, ils luttent contre cette double matérialité? Parce qu'ils savent très bien que si on intègre cette double matérialité dans l'évaluation de leurs entreprises vont être fortement dévaluées, parce que ce sont les premières entreprises pollueurs. Voilà, c'est ça, c'est le principe. C'est une bonne raison pour ne pas le prendre en compte. Je voudrais vous remercier tous les deux. Défaire un grand merci. Antoine, un grand merci. Je pense qu'on peut les applaudir pour cette première séquence. Deuxième séquence, on va accueillir Diane de Saint-Affrique, est ici, professeure de droit à Schema Business School. Elle a créé et dirige un double diplôme universitaire, master en droit des contrats et des affaires. Elle est spécialisée en droit des affaires,
gouvernance et ESG, et conseille les startups et les dirigeants d'entreprise. Elle est accompagnée justement avec un entrepreneur, Alan Ferbach, qui dirige la société Videtix, qui est une entreprise au cœur de l'intelligence artificielle et de l'éthique, puisqu'elle fournit des solutions et services de sécurité par, et là ça va vous tilter normalement, par la vidéo. Donc c'est lui qui vous surveille, je dis ça exprès d'ailleurs pour le titiller, pour lui donner la parole tout à l'heure. Et l'idée c'est de travailler sur les smart cities bien évidemment, et sur de l'intelligence et pas de la surveillance. Ben, voilà, ça va être le débat. Je voudrais poser une première question. Vous posez là, quand une entreprise ou une organisation conçoit ou utilise l'intelligence artificielle, comment s'agit-il pour elle de le faire de manière responsable, sans risque éthique? Diane. Merci pour cette question très, très importante et épineuse. Effectivement, IA et éthique, est-ce que c'est conciliable? Mais en fait, pour aborder cette question, il faut déjà essayer de reposer le cadre de ce qu'est l'éthique. Il y a diverses définitions de l'éthique. Je pense que l'éthique, c'est une réflexion morale, raisonnée, qui a pour tâche de déterminer des règles de vie et des règles d'action, de donner des recommandations, d'adresser des lignes, mais aussi de fixer des limites pour orienter l'existence et organiser la vie sociale dans un but de préservation de nos sociétés. On est vraiment dans la préservation de nos sociétés, on l'a vu avec Dafer, c'est vraiment la question. Donc quand on aborde la notion d'éthique dans le domaine de l'IA, introduire une pratique éthique, ça nécessitera certainement une réflexion sur ce qui a de la valeur morale, sur ce qui donne un sens à nos actions et aux actions des chefs d'entreprise qui utilisent l'IA, ce qui donne un sens à la vie commune, quelles sont les finalités qui sont désirables, les finalités justes, mais aussi qu'est-ce qui nous définit, nous, comme des êtres moraux, et qu'est-ce qui définit donc la personnalité morale, l'entreprise, comme une personnalité qui réfléchit à l'impact qu'elle va avoir sur la société. Et à cet égard, il semble que quand on réfléchit à la question des enjeux éthiques de la création ou de l'utilisation de l'IA en entreprise, il y a quelques points saillants qui apparaissent, à mon sens, et qu'Alan va adresser, évidemment, la transparence, la transparence des algorithmes. Le deuxième point saillant, à mon sens, c'est l'explicabilité. Il faut savoir expliquer ce qu'on crée. Et enfin, la prise en compte des différentes parties prenantes, à savoir des concepteurs, des créateurs et des utilisateurs de l'IA, sachant que pour ces différents acteurs, les enjeux ne sont pas toujours les mêmes. En effet, le créateur de l'IA, le concepteur de l'IA, il va se poser la question de la construction d'un algorithme éthique, responsable, alors que l'utilisateur responsable, lui, il va se demander plutôt comment faire pour ne pas détourner une solution IA pour un usage qui pourrait s'avérer dangereux. Et alors, quand on se pose ces questions, on est au cœur de l'éthique et de l'IA, et c'est ces questions que Alan adresse fort bien. Merci. Merci Diane. C'est vrai, Alan, donc, tu as une société, cette société va faire de la vidéo, donc là je titille exprès, donc va surveiller les personnes qui rentrent et qui sortent. Je pense que le mot éthique est essentiel dans ta structure, parce que où est le niveau, et justement pour reprendre les propos de Diane, tes développeurs, tes ingénieurs, est-ce qu'ils ont ce mindset dès le début, ou est-ce que c'est toi qui vas mettre des barrières sur l'utilisation de l'outil? Merci, c'est vrai qu'il faut crever l'abcès tout de suite. Oui, j'y suis allé. C'est vrai que Videtix, donc en fait, on vient récupérer les flux des caméras de vidéoprotection qu'on retrouve principalement dans les collectivités, mais aussi dans les entreprises privées. Et avec mes fondateurs, justement, avec mes cofondateurs, quand on a décidé de créer Videtix, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut déjà protéger les biens et les personnes, et après on va dire, il faut nous trouver un nom, et qu'est-ce qu'on va mettre en valeur centrale? Et la valeur centrale, justement, pour nous, était l'éthique. Donc c'est pour ça, Videtix, c'est vidéo et éthique. Et la consonance X à la fin, c'est pas pour Astérix et Obélix, c'est vraiment parce qu'on fait de l'analytics, donc on fait de l'analyse vidéo par IA. Et en fait, alors ça vient de nous, les fondateurs, cette valeur-là, mais par contre, on brainstorm toujours avec nos collaborateurs
parce que c'est pas parce qu'on est... Bon, déjà, on est 3, on n'est pas tout seul à diriger la société, mais il faut qu'on soit le plus possible pour pouvoir définir ce qu'on considère être éthique ou pas. Et même dans l'évolution, justement, de la structure de Videtix, certaines choses qu'on refusait avant, on a accepté, et à l'inverse, certaines choses qu'on a acceptées, on les a refusées. Donc c'est quelque chose qui bouge de manière constante. Et après, les cas d'usage qu'on va adresser, parce que c'est très facile quand on dit on fait de l'analyse vidéo sur les caméras de vidéoprotection, le raccourci avec la Chine, le crédit social, etc., c'est extrêmement rapide à le faire. Et du coup, c'est très important de mettre des stops tout de suite. L'Europe le fait très bien, déjà avec le RGPD, avec l'AI Act aussi qui va arriver. Mais il y a des cas d'usage vraiment très intéressants et bien plus intéressants que tous les débats qu'il peut y avoir sur la connaissance faciale ou autre. Par exemple, nous, on travaille avec Saint-Paul-de-Vence, qui est un tout petit village très touristique, et on compte le nombre de personnes qui rentrent et qui sortent, sans savoir qui c'est, parce qu'on n'a pas besoin de savoir qui rentre dans ce village-là. Mais on travaille justement sur du tourisme éco-responsable, en fonction justement du nombre de personnes qui viennent dedans. On protège aussi le parc national des Calanques, où il y a des zones de non-prélèvement, et donc on vient renvoyer l'information à l'opérateur si jamais il y a du braconnage, parce que souvent ça se passe la nuit, et on n'a pas la capacité de pouvoir mettre un opérateur H24 derrière une caméra, c'est pas le but. Et si je fais justement le parallèle avec ce qui a été dit un peu en amont, alors si j'ai bien compris, avant l'ère Holocène, les seules informations qu'on avait, c'était juste nos sens, donc c'était la vision, ce genre de choses-là. Maintenant, on est dans un monde où il y a de plus en plus de données qui arrivent, et l'intelligence artificielle, c'est vraiment ça, c'est vraiment un outil qui va nous permettre de digérer toutes ces informations-là pour retransmettre à l'homme vraiment les informations les nécessaires pour qu'il prenne une décision. Donc c'est vraiment ça qui est important, et ça a été dit aussi par Diane. Là, j'ai beaucoup parlé de finalité, mais en fait, ce qui est extrêmement important, c'est comment on conçoit aussi l'IA. Et comment on conçoit l'IA, il y a des biais qui sont justement induits dans les bases de données ou autres, et c'est extrêmement important de travailler là-dessus. Il y a toute une phase en fait de la concession de l'intelligence artificielle qui ont recours justement à des biais, à ces choses-là qu'il faut travailler, qu'on va développer juste après. Et donc l'objectif, c'est vraiment travailler sur l'explicabilité, sur la transparence et sur la frugalité. Et si on voit le coordinateur Guillaume Avrin national justement de l'intelligence artificielle, c'est vraiment là-dessus que la France et l'Europe travaillent, et c'est là où en fait on a vraiment notre carte à jouer. Et je rebondis parce qu'on a vu tout à l'heure par rapport à la finance qu'on avait un certain nombre de tableaux de bord, 1200, donc un sacré tableau de bord. Est-ce que là on a aussi la possibilité de, si on est chef d'entreprise, de mesurer l'IA dans son activité? Est-ce qu'on est dans la bonne direction? Est-ce qu'on tend vers une IA qui serait pas trop éthique, sachant que l'éthique, c'est nous qui définissons aussi notre éthique. Chacun d'entre nous, on a sa propre éthique. Est-ce qu'il y a un outil qui permet de se mesurer, en fait, de se jauger? Il y a des outils, ne serait-ce que les plans d'impact, etc., qu'on peut avoir au niveau de la CNIL et pour le RGPD. Et il y a surtout au niveau européen des discussions qui sont en cours, justement, pour l'AI Act, qui va arriver justement l'année prochaine. Et justement, on parle en fait de certifier certaines IA. Et il y a des choses qui sont totalement bannies. Typiquement, la reconnaissance faciale en fait, est totalement bannie des textes européens. Et après, par contre, justement, on va certifier des IA qui sont dites à risque. Et il y a plein d'usages, justement, sur, par exemple, quand ça touche à l'éducation, l'IA, elle est forcément à risque. Quand c'est un chatbot classique, c'est pas à risque. Par contre, si on fait un chatbot pour l'éducation, là, ça pose problème. Donc, il y a tous ces sujets-là qui sont en fait sur la table. Et justement, nous, on travaille avec la DGE qui rapporte justement les textes à Bruxelles pour pouvoir travailler justement sur ces notions de IA éthique et mesurer en fait qu'est-ce qu'on peut faire. Donc il y a des chartes aussi éthiques qui existent, mais je reviens toujours à la même chose, c'est pas l'IA qui doit être éthique, hein, c'est nous, parce que c'est un outil. L'IA, il y a plein de fantasmes dessus sur les films de science-fiction, et on personnifie l'IA, mais c'est rien de tout ça, c'est vraiment nous qui sommes les créateurs de l'IA entre guillemets. Et justement, la question dans la salle qui était justement quels sont un peu les garde-fous, donc c'est l'AI Act qui arrive. Et en fait, l'IA souvent fait peur, mais en fait, c'est un simple miroir, parce qu'en fait, les biais, c'est nous-mêmes qui les avons créés. Donc en fait, on a peur de ce qu'on a créé, entre guillemets. Et vu qu'on personnifie la chose, on a tendance à être très critique avec l'IA, mais en fait, ça reproduit les mêmes erreurs que nous, on a fait avec les CV, par exemple, l'histoire d'Amazon qui était sexiste, etc. En fait, c'était sur des données historiques, et les données historiques sont biaisées. Donc en fait, c'est juste, des fois ça fait mal parce qu'en fait on se voit en face, quoi. Mais c'est juste ça qui fait peur, quoi.
Et donc on a le mot-clé IA, on a le mot-clé éthique, et je vais rajouter par rapport à Diane le mot-clé droit. Le droit, que fait-il ? Alors, comme l'a très justement dit Alan, il y a un certain nombre de réglementations qui ont été mises en œuvre. Il y a eu le fameux RGPD, il y a l'IA Act qui arrive. Maintenant, ce qui est important de souligner, c'est que l'éthique et le droit n'ont pas les mêmes finalités. Donc, quand on parle d'éthique, on ne parle pas forcément de droit, et quand on parle de droit, on ne parle pas forcément d'éthique. L'éthique et le droit, ils ont des univers normatifs et des dispositifs d'application qui sont très distincts. Les normes juridiques, les normes de droit dur, de hard law, comme dit d'affaires, qui sait que je les adore pas forcément. Les normes de hard law, elles visent finalement à construire un système qui est très rigide, qui est en général imposé du haut vers le bas, c'est-à-dire du législateur, qui va imposer donc l'acteur public à des acteurs privés que sont les entreprises un certain nombre de normes, et ces normes, quand elles ne sont pas respectées, elles vont être sanctionnées par le juge. Donc ce sont des mesures qui sont vécues comme coercitives. Dès lors qu'on ne poursuit pas, qu'on ne respecte pas la règle de droit, on est sanctionné, c'est coercitif. Les normes éthiques, ça n'est pas la même chose. Les normes éthiques, elles sont très différentes, puisque normalement, elles sont incitatives. Elles sont incitatives, c'est-à-dire que les valeurs, les normes éthiques, elles doivent être partagées, et quand elles sont partagées, notamment en entreprise, eh bien, elles sont vertueuses. Elles permettent d'orienter l'action. Ça peut être une boussole pour le navire et pour tout l'équipage. Et on note que dans les entreprises qui développent des fortes valeurs éthiques, des piliers éthiques, la force, elle réside dans l'appropriation par les acteurs qui vont construire ensemble, donc co-construire la norme, puisque c'est une norme, mais qui est différente, qui est moins rigide. Et cette norme, elle va être porteuse de sens pour tous, donc elle va embarquer en fait l'ensemble des acteurs de la société, mais aussi en général des parties prenantes, parce qu'on voit que les entreprises qui ont une certaine éthique, comme Vivetix, elles sont vertueuses en fait. On a envie d'embarquer, on a envie de travailler avec elles, on a envie de travailler pour elles. Les jeunes, vous savez combien les jeunes, c'est important l'éthique pour eux, et c'est pas des paroles en l'air. Et bien aujourd'hui, nos jeunes qui sortent d'école, ils veulent bosser dans des boîtes qui ont une éthique. Eux, c'est une des premières valeurs qu'ils mettent en avant quand ils vont rechercher une entreprise. Et donc, l'idée, c'est vraiment l'éthique, elle responsabilise toute, finalement, la communauté de l'entreprise, et elle donne un sentiment d'appartenance fort. Donc, les effets de l'éthique et du droit, pour moi, ils sont différents. Ce sont deux ressources. Donc, ce sont des ressources, on ne peut pas s'en passer, mais elles sont très différentes, et l'une ne remplace pas l'autre. Elles doivent être à minima en cohérence, mais surtout se compléter. Et en 2024 arrive donc l'IA Act. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Je crois que tu es partie prenante, tu travailles dessus. On travaille dessus. En fait, il y a différentes associations en France. Donc, il y a le Francia qui est aussi très connu justement sur Paris. Il va y avoir aussi France Digital. Et moi, je représente du coup le cluster IA, qui est un cluster d'une centaine d'entreprises qui sont des pure players en intelligence artificielle. Et donc, du coup, qui vont être confrontés à l'AI Act. Et en fait, il y a des questions qui sont en train de se poser actuellement, parce que les textes sont en train d'être discutés justement à Bruxelles. Et nous, notre but, c'est de parler d'une seule voix et remonter ça justement à la direction générale des entreprises. Et en fait, par exemple, un des dilemmes qu'on a actuellement, c'est qu'il va falloir certifier nos IA. Bon, très bien, c'est bien, parce que je pense qu'il faut montrer patte blanche, entre guillemets. Et donc, par contre, comment on va le faire ? Est-ce que, en fait, une IA, ça évolue dans le temps, parce qu'on va améliorer nos modèles, et donc, du coup, il y a un nouveau modèle qui va arriver. Si on certifie le pipeline d'entraînement, donc tout ce qui nous mène à justement créer un modèle d'intelligence artificielle, moi je trouve que c'est juste et c'est bien, parce qu'en fait on va le faire une fois, et après on va prouver qu'il n'y a pas de biais dans la dataset, on va prouver comment on limite les biais dans la dataset, toutes ces choses-là. Par contre, si en fait on va certifier le modèle, donc ça veut dire qu'à chaque client, je vais déployer un modèle et je vais sûrement peut-être l'améliorer pour qu'il soit le plus pertinent possible sur la ville ou l'entreprise de mon client.
Si à chaque fois je dois passer par la case certification et la case banque, bah là ça va être un gros problème pour l'innovation ne cesse et pour la compétitivité en Europe. Ça va être un gros problème parce qu'il ne faut pas être dupe avec tout ce qui se passe. Tout le monde nous dit qu'il faut faire des pauses, etc. C'est qu'eux, ils ont pris de l'avance, ils sont très contents que nous, on s'arrête et après, on utilisera des outils non souverains et ce n'est pas le but. Donc c'est pour ça qu'il faut se mobiliser justement et on se mobilise avec France Digital, France IA ou encore le Cluster IA que je représente pour pouvoir travailler sur ces questions-là. Donc l'idée, c'est d'avoir une co-construction entre les entreprises qui font de l'intelligence artificielle et les entreprises qui vont utiliser l'intelligence artificielle pour qu'on puisse effectivement travailler de pair. Et Diane, si j'entends bien tout ça, est-ce qu'un acteur comme la Cité de l'IA, ici à Lille, serait le lieu de fédération naturelle de cette éthique qui serait co-construite? Alors, absolument. La Cité de l'IA, dont je salue la directrice qui est Hélène Van West, qui est là, est vraiment un acteur fondamental, à mon avis, pour construire justement en réunissant et des chefs d'entreprise et des scientifiques et des philosophes qui réfléchissent sur ces sujets de l'IA, pas que de l'IA et de l'éthique, hein, IA et RH, enfin tous les secteurs, IA et finance, etc. C'est vraiment un hub porteur d'abord de bonne volonté, puisque ce sont des gens qui s'engagent de façon totalement pour faire avancer, on va dire, la cause, et ils sont vraiment dans l'anticipation par rapport à ce qui se passe par ailleurs en France, et donc ils ont vocation, j'espère, à devenir vraiment avoir un impact national et à pouvoir rayonner partout en France pour faire part de leurs bonnes pratiques à cet égard. Évidemment, on peut quand même se poser la question de la bonne échelle, hein, du travail pour développer une IA éthique qu'a mis en place la Cité de l'IA. D'ailleurs, quand on essaye de voir quelle est la bonne échelle pour mettre en place une IA éthique, il faut penser aux enjeux. Quels sont les enjeux? Il faut analyser les enjeux. Eh bien, il y a plusieurs types d'enjeux qui doivent être abordés. À mon sens, il y en a 3. Il y a l'enjeu du bon comportement des personnes, donc à titre individuel ou en entreprise, comme le disait Alan, ou des entrepreneurs. Dès lors qu'on a un rapport à l'IA, que ce soit dans la phase de recherche, dans la phase du développement, dans la phase du déploiement, quelle est notre responsabilité face à l'IA qu'on utilise ou à l'IA qu'on va créer. Le deuxième enjeu, pour moi, c'est un enjeu du bon comportement des machines. C'est surtout quand on parle d'IA générative, tu vas peut-être en parler, hein. Voilà, quels sont les bons choix. Et enfin, l'enjeu du bon comportement des acteurs économiques, et ça c'est ce qu'Alan soulignait, c'est-à-dire que se faire imposer une loi du haut vers le bas sans consulter les parties prenantes, ça semble totalement déconnecté de la réalité et des bonnes pratiques, et c'est pas comme ça qu'on va embarquer finalement les gens pour créer une IA et utiliser une IA de façon plus vertueuse. Donc il faut absolument que et les pouvoirs publics et les entreprises dialoguent ensemble pour créer, on va dire, des règles qui soient faisables et applicables, et pas démentiel, comme ce que tu as exactement souligné sur est-ce qu'on doit certifier à chaque fois qu'on va créer, qu'on va signer un nouveau contrat, est-ce qu'on va devoir aller vers une nouvelle certification? Ça va devenir absolument impossible à tenir. Et puis, il faut aussi inciter les entreprises à adopter un comportement responsable et éthique dans le développement, la création et l'utilisation des algorithmes, en mettant peut-être en place des organismes de contrôle interne. Ça existe déjà dans les entreprises, les organismes de contrôle interne, et pourquoi pas un organisme de contrôle, une instance indépendante, on va dire, qui pourrait être à peu près celle du Comité national d'éthique pour la santé, enfin, d'une même, qui serait consultatif, et vraiment dont le but serait le bien commun, le développement d'une IA responsable et éthique. Merci Diane, tu posais une question, c'est vrai, juste encore un mot Alan sur l'IA générative. Est-ce que là on parle beaucoup de fantasmes par rapport à ça, juste tu peux nous donner une définition en 2-3 minutes? Alors, les définitions sont difficiles, parce que même des fois sur l'IA c'est difficile de faire une définition.
c'est une IA qui va générer quelque chose, qui génère justement soit du texte, soit de l'image. Et souvent, en fait, ça se rapproche de plus en plus en fait, à nous, notre langage, et donc du coup, on arrive à communiquer avec l'IA. Donc en fait, on la personnifie de plus en plus. Et bon, les films de science-fiction, on va dire, nous aident pas trop parce que ça nous permet de nous poser des questions justement un peu philosophiques sur qu'est-ce qu'une IA et qu'est-ce que ça va faire. Mais déjà, il y a deux types d'IA. Il y a l'IA faible et l'IA forte. L'IA forte, c'est celle que vous voyez dans les films, Terminator, ce que vous voulez, elle a une conscience, tout ça. Ça n'existe pas. Et après, il y a l'IA faible, qui est en fait une IA qui va être bien spécifique sur une tâche. Soit elle va générer de l'image, soit elle va générer du texte, soit dans notre cas, par exemple, elle détecte des objets. Personne, véhicule, bateau. Voilà. Mais si l'IA qu'on déploie, on lui demande de générer du texte, elle sera incapable de le faire. En fait, elle connaît qu'une seule tâche. Et du coup, il y a une poursuite d'OpenAI et autres d'arriver justement sur une IA générale, mais on n'en est clairement pas là. Et c'est vraiment quelque chose, c'est un outil. Je fais souvent le parallèle avec... souvent, justement, je discutais avec des parents d'élèves qui discutaient, ils utilisent ChatGPT, ils sont en train de tricher, que ce soit dans des écoles d'ingénieurs ou même de commerce. Mais en fait, c'est un outil. Il y a quelques temps, il y a les profs de maths, je crois, qui étaient descendus dans la rue pour protester contre les calculettes, parce que c'était de la triche. Voilà, là, on en est là actuellement. On pense que ChatGPT, c'est clairement de la triche, etc. Mais je pense que justement, c'est un copilote. Ça va nous permettre justement d'améliorer nos capacités. Et il faut vraiment le voir comme un outil et pas comme quelque chose qui va nous attaquer derrière ou autre, parce qu'on a clairement les mains et on a tous les garde-fous qu'il faut, on va dire, pour contrôler l'intelligence artificielle qu'on est en train de créer. Et d'ailleurs, en fait, le mot intelligence artificielle est clairement mal traduit. En anglais, c'est artificial intelligence. Intelligence, quand vous connaissez la CIA, Center Intelligence Agency, c'est la data, c'est le renseignement. Il n'y a rien d'intelligent dans ce qu'on crée. C'est en fait vraiment la notion de data, de renseignement, et c'est une très mauvaise traduction qui a été faite et qui est utilisée de plus en plus et qui fait parler et couler beaucoup d'encre justement parce qu'on aime bien personnifier les choses. Il faut trouver un autre mot par rapport à l'intelligence artificielle. Un grand merci Diane et Alan. Est-ce qu'il y a des... On peut les applaudir, vous avez raison. On se prend quelques minutes sur des questions. Est-ce que vous avez des questions, monsieur? Merci Maximilien. Merci. Donc François Le Sonnet à nouveau, gouvernance et valeurs. Merci d'avoir à l'instant insisté sur le faux sens du faux ami qui, en matière de données, vient fortement imprégner les esprits et amener des biais d'analyse et de décision. Alors sur les analyses et les décisions, est-ce que vous pourriez développer un petit peu une des grandes limites de l'IA? Et vous avez prononcé le mot tout à l'heure du cloud souverain, et c'est l'extraterritorialité du droit américain et les effets qu'il y a précisément sur nos processus de décision, sur la structuration de nos IA et sur notre liberté d'action, fondamentalement en termes économiques et industriels. Merci beaucoup. Alors sur la partie droit, je laisserai Diane si tu veux reprendre, mais sur la partie, c'est vrai que souveraineté, ce qui est important, on discutait avec des grands groupes en fait sur un cas d'usage qu'on avait fait. On avait parlé justement IA et tout ce qui est IA générative et autres. Et en fait, les grands groupes nous expliquaient qu'eux, ils utilisaient par exemple ChatGPT ou autre, mais par contre, il est hosté en on-premise, enfin, directement en local chez eux, parce que justement, ça pose des questions au niveau de la gouvernance des données ou autre. Donc, il faut vraiment être conscient que c'est pas l'IA qui va apprendre par elle-même, etc. Ça, c'est du bullshit. C'est les humains qui sont derrière et qui après re-entraînent à l'IA, etc. Mais par contre, ces humains-là, justement, avec les droits américains ou autres, toute donnée qui est sur le sol américain, en fait, appartient aux États-Unis. Donc ça, il faut le savoir. Et donc c'est vraiment très important d'avoir cette notion-là. Et justement, une des particularités quand on parle de frugalité, il faut qu'il y ait une équation économique qui soit viable. Quand je vais voir une collectivité, et je ne peux pas leur dire, vous voyez, Jean Zé, un super beau data center, il faut faire la même chose pour pouvoir analyser les flux de vos caméras. Il faut une équation qui soit correcte et du coup, il faut travailler sur l'explicabilité et justement sur l'embarquabilité des solutions d'IA. Et pour moi, je pense que l'IA, là où elle est la plus efficace, c'est à l'edge. Donc c'est directement en local, au plus proche en fait des capteurs, qui déjà par sens, en fait, vu qu'on n'est pas sur du cloud ou autre, amène de la souveraineté parce qu'en fait, on est au plus proche
de la captation et du coup sur le territoire français ou européen. Diane, tu veux ajouter ? Sur la souveraineté des données, c'est très relatif, puisque nous, on a des lois qui sont assez protectrices quand même, qui essayent d'être assez protectrices, notamment avec le RGPD. On voit bien que ces lois, elles ne sont pas applicables quand les données arrivent sur le sol américain ou sur le sol chinois. Donc la souveraineté des données, elle protège la donnée en Europe, mais pas ailleurs. Donc elle est relative. Elle est relative. Notre question, dernière question, après on passe à la séquence numéro 3. Allez-y. Oui, vous avez parlé de l'éthique nécessaire, une éthique qu'on devrait insuffler d'une certaine manière au sein des entreprises. Le problème, c'est qu'en matière d'intelligence artificielle, souvent ces entreprises sont situées ailleurs qu'en Europe. Et l'un des grands problèmes qui est soulevé, c'est souvent, par sa régulation, l'Union européenne va restreindre finalement l'innovation au sein des entreprises européennes et donc limiter ce processus finalement d'amélioration des entreprises européennes. Et par contre, pendant ce temps-là, d'autres entreprises en dehors de l'Europe vont s'améliorer sans pour autant que la législation qui sera mise en place en Europe et qui voudra encourager l'éthique, une attitude éthique, s'applique pour elles. Donc ça conduit à une dichotomie qui... Et cette dichotomie, on la retrouve dans tous les pans du droit, sur le devoir de vigilance aussi qui impose aux sociétés mères d'aller tracer tout ce qui se passe jusqu'au bout de la chaîne, de la chaîne, de la chaîne. C'est une obligation française et européenne et qui nous disqualifie, qui disqualifie les entreprises, les grosses boîtes vis-à-vis des sociétés qui ont leur siège ailleurs à l'international. C'est juste. Maintenant, quand on parle d'éthique, on est quand même assez fiers de vivre dans une démocratie, de vivre avec un certain nombre de principes qui nous sont chers et qui guident quand même le développement et la vie en société. Oui, peut-être que le fait... Je ne suis pas sûre que le fait pour des entreprises, mais tu vas me répondre, d'appliquer une certaine éthique qui n'est pas forcément... qui n'est pas imposée par le régulateur, d'où l'importance du lobbying en ce moment avant l'adoption de l'IA Act, pour que effectivement, ça vienne des entreprises, ce mouvement vienne des entreprises qui s'emparent de sujets qui leur semblent essentiels pour correctement développer leurs activités à l'international. Et je pense que finalement, on va se retrouver sur des points communs éthiques, qu'on soit en Europe ou hors Europe. Mais il est certain, en France, on n'est pas les rois du lobbying. Souvent, les directives européennes sont imposées et on les subit plus qu'on ne les a créées. Je pense qu'il est largement temps aujourd'hui de s'emparer de ces sujets essentiels et d'aller faire du lobbying pour que les directives qui soient adoptées le soient pour le bien des entreprises commerciales, des sociétés commerciales et évidemment en accord avec on va dire la compétition internationale. On ne peut pas prendre des lois qui sont totalement déconnectées de la réalité de la vie économique internationale. Et c'est là-dessus qu'il faut vraiment travailler. Mais ce n'est pas en gommant les souhaits éthiques qu'on sera forcément mieux disant. Je vous remercie. Diane, Alan, merci beaucoup pour votre intervention. Éthique, vidéo, maintenant chaîne d'approvisionnement, supply chain. On a 2 spécialistes qui sont ici. Je présente tout à fait. D'ailleurs, je leur remercie pour les micros. Maximilien. Avec grand plaisir. Et moi, j'aurais besoin d'un clicker qui est derrière. Mais je vais te le donner. Magnifique. Je vais te le donner. Mais donc, il nous aide pour les micros dans la salle. Mais il est également directeur du master spécialisé Askama, manager de la chaîne logistique et des achats. Un grand merci à toi. Et Laurent Chuffard, qui est business product leader des solutions de transport B2B chez ADO, une grande entreprise de distribution de produits pour le bricolage. Vous connaissez sûrement parce que vous y allez tous les samedis chez Leroy Merlin. Je sais de quoi je parle. Donc, je voulais déjà vous remercier d'être présent ici. Donc, je vais essayer de mettre le PowerPoint en fonction. Voilà. Première question, Maximilien.
Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous aider à comprendre les défis de la durabilité de la chaîne d'approvisionnement dans les entreprises et où la transformation numérique et l'intelligence artificielle apportent des réponses précieuses, et de faire ce lien entre la chaîne d'approvisionnement et l'intelligence artificielle? On pourrait même parler de la chaîne de valeur. Et si tu veux me passer le clicker, c'est pas formidable, merci. En effet, je pense que j'ai un travail assez fascinant ici, à la fin d'un panel qui a déjà abordé beaucoup de sujets qui se retrouvent de manière très, très pratique, très, très concrète, dans la présentation de ma part et de la part de Laurent Schupfer. Nous avons parlé donc des données. Frédéric a posé la question sur les données et comment l'intelligence artificielle peut nous aider avec les données. Je vais en parler. On a parlé des critères ESG, environnemental, social et de gouvernance. Je vais en parler. Et nous avons également parlé un peu de droit. Et ça aussi, ça se retrouve dans la chaîne valeur. Ça aussi, ça se retrouve dans nos activités sur le terrain, dans l'ensemble de la chaîne de valeur. Et c'est ça, en fait, ce qui m'intéresse, en fait. Non seulement de créer une chaîne d'approvisionnement, la supply chain, de faire les achats, mais de se demander comment est-ce que nous, concrètement, comment est-ce qu'on peut rajouter de valeur, non seulement pour les entreprises, parce qu'on en a parlé, mais de penser un petit peu plus large, de penser un petit peu plus holistique et de se demander comment est-ce que les entreprises peuvent aussi avoir un impact positif pour la société et notre planète. On rejoint donc concrètement, le challenge du départ. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je commence avec le premier point ici. Donc on commence avec les données. On a parlé analytics, on a parlé de l'analyse des données dans nos entreprises et nous, à notre école, dans mon programme, manager de la chaîne logistique et des achats, on propose aux étudiants d'interagir avec ces données, de proposer en fait de la description, de la prévision, mais aussi de la prescription. Qu'est-ce que c'est la différence? En fait, la description, il y a des nuages, il y aura de la pluie. La prévision, c'est de se dire, OK, il y a beaucoup de nuages, donc on aura beaucoup de pluie. Mais la prescription, c'est là où l'intelligence artificielle peut nous aider, parce que l'intelligence artificielle nous propose donc une solution. On amène notre parapluie. Et dans la chaîne logistique, ça peut nous aider à faire parler les données via le biais des tableaux de bord et de visualiser les données sur ces tableaux de bord pour que notre comité exécutif peut prendre des meilleures décisions. Mais lié à la première question, la deuxième question d'aujourd'hui, la prescription, ça veut dire que c'est une proposition d'action, mais l'action doit être prise par l'être humain. Donc l'intelligence artificielle, les algorithmes, les données, ils vont nous aider à prendre des meilleures décisions, mais la décision reste avec nous. Et concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans les cours? On a machine learning, l'apprentissage machinal, on a les analyses, on prend des données massives, on identifie en fait la saisonnalité. Donc je vous ai mis un exemple d'un tableau de bord ici. On regarde la saisonnalité et on essaie d'avoir en fait une adaptation, une certaine amélioration de l'ensemble de notre inventaire, de ne pas avoir trop de stock, de ne pas avoir peu de stock, pas assez de stock, et de ne pas être en retard, parce que qui dit retard doit en fait transporter avec un petit peu plus de vitesse, et qui dit transport expédié dit émission à gaz à effet de serre. Donc, en mieux planifiant, nous avons la possibilité d'avoir un impact positif également sur notre environnement. Et bien sûr aussi les profits de notre entreprise. Le deuxième point, si on regarde de plus près en fait ces critères ESG qu'on a abordés, dans les entreprises concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons entendu qu'il y a 1500 indicateurs qui sont utilisés pour mieux identifier en fait si on fait les bonnes choses de la bonne manière. Mais concrètement, si on regarde la chaîne de valeur de la production jusqu'au client, il faut se demander, Laurent Schupfer peut en parler un petit peu plus en détail, comment est-ce qu'on transporte nos choses? Donc si, par exemple, je propose
à mes étudiants de me trouver le meilleur chemin de notre campus à Suzhou en Chine, où sont produits quand même pas mal de produits de notre consommation au quotidien, vers notre campus à Lille, on pourrait choisir un mode de transport qui a le moindre impact sur l'environnement. Et avec les analyses qu'on a fait en amont, on peut donc minimiser l'impact sur l'environnement en choisissant un mode de transport qui n'est pas l'avion, qui n'est pas expédié, qui n'est pas extrêmement nuisif à notre environnement. Et donc, encore une fois, l'intelligence artificielle peut nous aider à mieux choisir en fait le meilleur chemin et éviter peut-être aussi les embouteillages, parce que je sais que le port au Havre est un peu bloqué ces jours-ci et le port à Dunkerque n'a pas de blocage et un retard de 3 jours. Et Laurent n'est pas d'accord, on pourrait en parler, mais d'avoir ça en temps réel et visible en temps réel dans vos opérations, ça vous permet de prendre des bonnes décisions. Donc c'est là où l'intelligence artificielle peut nous aider. Et d'un point de vue de la technologie derrière, il y a par exemple la planification dynamique, la définition des prix dynamiques et de faire celui-ci basé sur l'analyse des données. Et le troisième point, ça c'est un exemple du route planning, comment est-ce que je trouve un transport intermodal qui utilise également les chemins de fer, la ferroviaire, dans la connexion vers notre campus en question. Et finalement, la visibilité et la transparence. Et là, je voudrais bien revenir vers le droit. Nous avons l'acte IA qui est sous négociation, mais nous avons également en 2017 adopté ici en France la loi de vigilance des maisons mères. On a en Allemagne, je suis allemand, vous l'entendez, ce petit accent, également das Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz, donc la même chose mais en allemand. Et actuellement, nous avons donc à l'Union européenne la définition de ce qui s'appelle le Supply Chain Due Diligence Act. Donc nous sommes en négociation finale pour avoir une chaîne de valeur plus responsable qui sera capable de mieux intégrer de la production jusqu'au consommateur final l'ensemble des éléments éthiques, environnementaux, sociaux et de gouvernance par l'ensemble des acteurs impliqués, y compris les fournisseurs. Et donc, la loi de vigilance des maisons mères est extrêmement importante, notamment à l'échelle européenne. Et oui, nous avons pris la décision d'avancer un tout petit peu, mais vous le savez bien, normalement, quand l'Union européenne, un des marchés les plus importants du monde, adopte un certain standard, une norme, on pourrait le dire, normalement, l'ensemble des autres marchés mondiaux suit plus tôt ou plus tard. Et donc, nous avons un standard qui est établi et finalement, le reste du monde va suivre. Et donc, qu'est-ce qu'on fait au niveau de la visibilité ? On utilise l'intelligence artificielle d'avoir en fait cette visibilité de la production jusqu'au consommateur final et d'essayer de non seulement avoir en fait les sondages qui sont au début volontaires, mais en fait la visibilité au niveau temps réel qui nous permet de finalement changer le comportement de l'ensemble des acteurs dans la chaîne de valeur. Et donc, non seulement de créer un standard pour le standard, mais de changer le comportement de chaque acteur dans la chaîne logistique et des achats. Et donc, si on regarde, on pourrait avoir également la reconnaissance de l'image, donc les technologies qu'on utilise à ce point-là. Ici, c'est un exemple. On pourrait avoir les cartons endommagés à la réception au quai. Et donc, ça, c'est une visibilité, une traçabilité en temps réel que Laurent Chuffard va en parler un tout petit peu plus après. Et on a parlé de Generative AI, de l'intelligence artificielle générative. On l'utilise. Et on l'utilise déjà aujourd'hui dans nos cours. Il y a quelque chose qui s'appelle Copilot, c'est principalement le produit de OpenAI qui s'appelle ChatGPT, qui est désormais intégré dans l'ensemble de la plateforme qui est utilisée par nos étudiants. À l'instance, c'est Microsoft, mais il y en a d'autres. Et donc, à droite, vous voyez en fait les suggestions de cette intelligence artificielle générative qui aide aux étudiants de proposer des meilleures formules, de proposer des meilleures solutions, de créer un algorithme, de créer des conditions et de créer en fait ce qu'on appelle la
l'intelligence prescriptive de prendre des décisions et avoir aussi de temps en temps une instance de validation. Si c'est au-delà d'un certain seuil et ça coûte trop cher, ou alors si c'est une décision qui doit être validée par l'être humain, on peut l'intégrer dans l'algorithme. Et donc aujourd'hui, on l'enseigne déjà, et qui dit l'enseignement, qui dit aussi préparation, et on a parlé de la pipeline. Il faut que nos jeunes professionnels, et j'en ai 170 qui sont actifs dans les entreprises, y compris l'entreprise de Laurent Chuffard, qu'ils savent interagir avec l'intelligence artificielle, le contrôler à un certain moment aussi, mais en tirer des avantages et les points forts pour améliorer l'ensemble des processus dans une entreprise à court, moyen et long terme. Et c'est là où nous serions beaucoup plus capables d'avoir un impact positif pour notre bottom line, les profits de l'entreprise, mais aussi notre environnement et la société en complète. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et justement, l'idée, c'est de projeter ça chez ADO, de voir comment l'IA et ces outils vont aider. Je pense qu'au fur et à mesure de cette discussion, ce midi, on a avancé sur différents thèmes. Et là, on arrive, j'ai envie de dire, sur le thème de je vais au supermarché, je veux qu'il y ait les informations et les produits dans les rayons. Mais derrière, il y a toute une logistique. Et ce n'est pas simplement porter un carton. Et je voudrais, Laurent, si tu peux nous expliquer comment tu vas utiliser, optimiser, améliorer. Et on parlait tout à l'heure de changement de modèle économique. Aussi la manière dont ce changement sera bénéfique aussi pour la planète. Oui. Alors, la première chose que je voudrais faire, effectivement, parce qu'au début, on a parlé de RSE essentiellement, d'éthique, etc. Après, on a parlé l'égalité et les outils comme intelligence artificielle, etc. Donc moi, je voulais juste, en quelques mots d'abord, de représenter un peu ADO, pour ceux qui ne connaissent pas. Et on a une phrase clé qui est en fait la phrase de notre vision, c'est « We make home a positive place to live », ce qui veut dire que on fait de notre maison un endroit positif. Et quand on parle d'endroit positif, en fait, il y a pas mal de choses. C'est-à-dire quand on dit oui, on le fait effectivement parce que c'est la vocation de notre entreprise. Donc on le fait pour nous, pour les collaborateurs, mais on le fait aussi pour les habitants, c'est-à-dire vous et nous aussi, parce qu'on est aussi des habitants, pour les professionnels qui travaillent avec nous, qui vont venir poser des parquets que vous aurez achetés chez nous, qui vont venir vous aider à refaire votre salle de bain, etc. Donc tout cet écosystème de fournisseurs, de partenaires, de marchands qui vont, parce qu'il y a aussi des marchands qui viennent sur nos places de marketplace, par exemple. Donc tout ça, c'est le oui. Et faire donc de la maison, enfin de là où les gens habitent, appartement, maison, tout ce que vous voulez, faire, c'est-à-dire construire, vous aider à construire, vous aider à arranger, développer, faire mieux, et faire de ça dans un sens tout à fait, quand on dit positif, c'est effectivement positif dans l'ensemble des sens qu'on a entendu tout à l'heure, des notions, responsable vis-à-vis du climat, responsable vis-à-vis des gens qui travaillent chez nous, pour nous, responsable aussi pour vous, puisqu'il s'agit de vous donner des produits qui vous aident et qui ne viennent pas polluer chez vous, ou par les produits que vous achetez, qui ne viennent pas couper la forêt, etc. etc. Voilà. Donc ça, c'est pour être effectivement la vie, le bien-être et l'accomplissement, c'est vraiment ce que... Et ça, c'est la génétique qui a été posée chez ADO. Et pour compléter un peu ce qu'on parlait tout à l'heure des modèles économiques, des nouveaux modèles, des transformations de société, alors je vais y revenir juste après. Juste en quelques chiffres, ADO, pour poser le débat, c'est 155 000 collaborateurs dans le monde, c'est plus de 500 millions de clients servis, c'est 31 milliards de volume d'affaires, on est présent dans 23 pays. On est donc le numéro 1 européen du DIY, on est le 3e mondial, les 2 premiers étant 2 américains. Voilà. Et on a plus de 1000 points de vente dans le monde. Alors ces chiffres, vous les retrouvez, vous allez sur le site ado.com, vous avez directement ces informations. Et donc je revenais sur l'histoire du modèle d'affaires et sur l'histoire de transformation de société. Donc là, en fait, modèle d'affaires, à gauche, vous avez les ressources et à droite, notre raison d'être. Et au milieu, à droite, alors on n'a pas le temps de détailler toute la slide parce qu'il faudrait plus de temps que les quelques minutes qui nous restent. Vous avez au centre
un cercle, et qui repose sur trois piliers, hein, qui sont l'économique, l'environnemental et l'humain, et qui sont vraiment notre ADN. C'est-à-dire que tout ce qui se passe chez nous, l'idée, c'est de l'agir et de faire, d'investir, de transformer sur cette base. Économique, bien évidemment, on est une entreprise, on se doit d'être viable, de faire de l'argent, c'est notre but, comme toute entreprise, sinon c'est la clé sous la porte. Environnemental, parce que voilà, ça y est, on l'a posé, et humain, comme on l'a toujours été, puisque chez nous, Human First, ça a toujours été un critère des valeurs de l'entreprise depuis ses origines. Là où effectivement, tout à l'heure on parlait de l'objectif effectivement des Nations Unies avec le Global Compact. Donc nous, et ça c'est quelque chose de volontaire, c'est-à-dire qu'ADO est signataire depuis 2019 volontairement, et ça nous oblige de travailler l'ensemble des petits carrés qui correspondent à plein de valeurs, que ce soit sur les matières, que ce soit sur les droits des personnes, sur la diversité, enfin il y a énormément de choses, donc tous les secteurs du jeu. Et ça nous oblige, nous, non seulement à dire « OK, on va le faire », parce qu'on s'est engagé, mais on doit publier régulièrement vis-à-vis des Nations Unies, etc., les résultats, nos avancées, etc. Donc c'est toute une mise en mouvement qui se fait à travers l'ensemble du groupe. Ah. Il manque toute une partie de mes slides. Alors, parce que là, c'est pas le... Désolé. Laurent, c'est pas grave. Alors, c'est pas grave, on va le faire à l'oral. Donc, premièrement... L'intelligence humaine. L'intelligence artificielle, on va revenir au bon basique. Donc, première chose, l'intelligence artificielle, comment elle s'intègre chez nous et en quoi, quand on parle de supply chain, ça peut intervenir. La première chose, déjà, quand on parle de supply chain, on visualisait des entrepôts. Donc on a plus de 50 entrepôts répartis dans les différents pays. Si je prends la France, avec Leroy Merlin par exemple, on en a déjà une douzaine, plus Weldom, plus Bricoman, donc c'est aussi des enseignes de chez nous. On a plus de 140 magasins d'un côté avec Leroy Merlin, 400 avec Weldom, donc ça fait effectivement beaucoup de points. Et on a plein de fournisseurs. Donc on a 1200 fournisseurs au moins en France, si ce n'est beaucoup plus. De par le monde. Et donc la supply, c'est de passer une marchandise, un produit depuis le fournisseur jusque dans les mains du client. Ça peut être dans les mains chez vous, parce que vous avez fait une commande B2C, ça peut être en magasin, vous avez passé une commande, vous venez la chercher en magasin, ou ça peut être, il faut que le magasin soit alimenté, puisque vous allez passer en magasin. Et donc tout ça, la première chose, effectivement, dans laquelle on utilise l'intelligence artificielle, c'est pour calculer ces réapprovisionnements, c'est-à-dire sur la base des ventes, etc. Il faut réapprovisionner le magasin, il faut réapprovisionner les entrepôts, il faut réapprovisionner les entrepôts nationaux, les entrepôts régionaux, les plateformes urbaines, toute cette mécanique qui est effectivement diverse et qu'il faut... Voilà. Donc la première chose, c'est celle-là, et ça fait déjà des années qu'on utilise des aides, avec des algorithmes, etc., qui nous aident sur ce point en termes de supply. Deuxième point, aujourd'hui, avec le développement de ce qui est marketplace, avec le développement du B2C, c'est-à-dire le fait que maintenant on ne vend plus que dans nos magasins, on vend aussi à domicile, etc. Eh bien, on a mécanisé, on a énormément avancé sur la mécanisation de nos entrepôts. Et donc là, aujourd'hui, forcément, qui dit mécanisation, dit digital, dit informatique. Et voilà. Et c'est là où l'intelligence artificielle peut nous aider aussi. Un troisième point, c'est le transport. Enfin, deuxième pilier, c'est le transport. Des milliers de fournisseurs, des centaines de magasins, des dizaines et des dizaines d'entrepôts. Eh bien, il faut effectivement redonner le transport entre tous ce monde-là. Et qui dit transport, 10 km, il faut optimiser les kilomètres, il faut optimiser les kilomètres à vide, il faut éviter de faire tourner des camions à vide, et il faut donc baisser notre empreinte carbone en utilisant des camions de plus en plus propres. Et donc c'est là où un TMS, un Transport Management Solution, qui intègre dans son sein des algorithmes très puissants, peut vous aider à optimiser ces flux. Juste où est-ce qu'on met des magasins? On met des magasins là où les gens habitent. On ne va pas mettre des magasins en plein milieu de nulle part. Et où les gens habitent, généralement, ils habitent là où ils travaillent. Globalement, c'est un peu la raison d'être. Et ils travaillent où? Ils travaillent par exemple chez nos fournisseurs.
Donc, ce qui veut dire que quand on va livrer un magasin tous les jours, eh bien, on a à proximité un fournisseur qui est pas loin, chez qui on peut aller ramasser de la marchandise. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir, et grâce à un TMS et ses algorithmes, combiner on va dire, ces chemins allés, ces chemins retour, minimiser les kilomètres à vide. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en Europe, il y a 20% des camions qui roulent à vide. Pourquoi ils roulent à vide? Parce que simplement, ils viennent de livrer quelque part et ils sont en route vers un autre point pour aller ramasser de la marchandise. Donc si nous, on permet de minimiser ça, en fait, on est beaucoup plus performant. On les remplit avec du biogaz, etc. On les rend plus verts et on minimise les kilomètres à vide. Et donc, tout le monde est gagnant. Il y a moins de camions sur la route, on pollue moins et tout le monde progresse. Donc ça, c'est une vraie vocation. Un autre point que je voulais aussi parler, c'était effectivement transformation digitale. Aujourd'hui, chez ADO, on est en pleine transformation digitale, parce que pour parler d'intelligence artificielle, il faut aussi digitaliser l'information, parce que sinon, une intelligence artificielle, si on ne lui donne pas d'information, elle ne peut rien faire. Donc on est dans une phase de transformation. Il y a plus de 2500 personnes qui travaillent sur la plateforme informatique chez ADO, sur tous les secteurs du jeu. Hein. Et bon, moi, je fais partie de la plateforme Supply, et dans lequel on a tout ce qui est transport, mais aussi entrepôt, etc. Et donc toutes ces personnes travaillent pour transformer, pour être agiles, pour pouvoir transformer tout ça, tous les secteurs du jeu. Et toute cette informatique, enfin tous les produits, que ce soit le marketing, que ce soit le référencement, que ce soit le commerce, etc., tout se doit de publier ces données dans des systèmes, hein, pour permettre effectivement derrière, dans toutes nos transformations digitales, de faire en sorte d'avoir l'opportunité d'aller mettre de l'intelligence artificielle. Et autre point, par exemple, on a monté un partenariat avec, je ne sais pas si vous connaissez, Solar Impulse. Solar Impulse, donc Bertrand Piccard, Frédéric, oui, c'est Bertrand ou Frédéric, je ne sais plus, Bertrand Piccard, celui qui a fait le tour du monde avec son avion électrique. Donc il a monté une fondation et aujourd'hui il s'est mis en tête avec sa fondation d'aller répertorier toutes les solutions qui fonctionnent pour essayer de les mettre en place. Donc on collabore avec eux et on collabore aussi avec Google, puisqu'on est une entreprise de Google aujourd'hui. Donc on a un gros partenariat avec eux pour développer avec eux plein de solutions digitales et aussi d'aller mettre de l'intelligence, quand on le peut, dans les différents systèmes d'intelligence artificielle. On arrive, en fait, il y a un mot-clé donc on n'a peut-être pas trop cité, mais qui est commun à tout le monde, c'est la data. Parce que là, ce que vous nous dites, c'est en fait toute la data de la marchandise, couplée à la data des camions, couplée à la data des différents modes de transport. Ben là, l'IA est un outil. Et là, je reprends le mot-clé d'Alan, c'est un outil qui va nous permettre de faire du win-win. Puisque d'un côté, l'entreprise de transport va, je dirais, optimiser, donc augmenter ses marges, je l'espère. Et de l'autre côté, ben, moi, dans mon magasin, je vais avoir plus rapidement les produits. Donc là, on est dans une dynamique très concrète. Et c'est intéressant. Et Maximilien, par rapport aux étudiants de ton master, en fait, ils s'orientent sur quoi? Ils ont vraiment... L'IA est devenu l'axe central? Ou est-ce que, là encore, je reprends le mot-clé de l'outil, est-ce que pour toi, l'IA, ben, c'est un outil qu'on va mettre à disposition d'ADO? Je pense que ça, c'est notre objectif. Donc, principalement, les étudiants ont un outil à leur disponibilité pour améliorer l'ensemble des processus dans les entreprises. C'est un biais, ce n'est pas le seul biais, mais c'est un biais extrêmement important avec les données massives, très honnêtement, ces jours-ci, 21e siècle. Et si vous parlez dans une présentation, une proposition de stratégie à court, moyen, long terme sans données, c'est pas très convaincant. Si par contre vous êtes capable de non seulement mettre en avant en fait les données que vous avez récoltées avec ces senseurs qui sont ces jours-ci plus aussi chers. Nous avons la géolocalisation, l'émission de gaz à effet de serre, la température dans un conteneur ou alors le temps passé dans le port à Dunkerque sans que rien se passe. À ce moment-là, vous avez donc, basé sur les données, une recommandation actionnable que vous proposez à votre COMEX. Et Laurent Cheffard, soit il dit oui, ou alors il dit non, tu dois encore me convaincre. Mais moi, je prépare mes étudiants pour ça. Donc, on a le ROI, retour sur l'investissement. Ça vient d'abord avec de l'investissement. Oui, il faut les sensors. Oui, il faut avoir les données massives dans l'entreprise, les tracer, les récolter et ensuite les analyser. Mais qui dit retour sur l'investissement dit aussi l'amortisation. Donc, si je suis capable à la fois
réduire en fait l'empreinte carbone de ma flotte, mais aussi d'économiser en fait de l'argent parce que je suis capable de ne plus rouler à vide, à ce moment-là, probablement Laurent Chuffard dira oui. Je suis pas d'accord. Tu confirmes? Oui, tout à fait. Donc c'est l'homme qui décide, c'est ça l'objectif. D'abord, j'irai à Dunkerque. Oui. Alors d'abord parce que j'ai fait 14 ans de transport internationaux et Dunkerque n'a pas été en grève depuis plus de 20 ans. Donc je vous le dis à ceux qui auraient besoin d'utiliser Dunkerque, ça c'est une petite joke. Mais effectivement, aujourd'hui, la digitalisation nous permet la connectivité avec la traçabilité, de pouvoir tracer les véhicules, la marchandise en temps réel, permet effectivement de transformer et d'accélérer dans la supply, de donner aussi du service, permettre aux clients de savoir qu'effectivement sa marchandise, ça ne sert à rien qu'il aille en magasin tout de suite, parce que même si c'était prévu à 10 heures, pour l'instant, la marchandise est bloquée quelque part dans un embouteillage et il ne faut pas qu'il y aille avant 11 heures. Ou même de savoir que le livreur qui va arriver chez lui n'arrivera pas à 11 heures, donc avant 11 heures, donc il a le temps d'aller faire une petite course, etc. Ce type de choses, ça rend service à tout le monde. Et bien évidemment, ça permet aussi d'animer nos transporteurs, nos prestataires, nos partenaires pour avancer au mieux et délivrer toujours le meilleur service. Merci infiniment. Pour finir cette troisième séquence, je donne la parole au public. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces interventions? Je ne vois plus la personne. Ouais, c'est gentil, merci. Bonjour, Vincent Catelin, Société Pétram. Si je résume en 3 mots, donc il faut beaucoup de data et de qualité, une réglementation un petit peu complexe, beaucoup d'innovation. Ma question sera la suivante. Donc chez ADO, je ne doute pas que ça marche très très bien. Est-ce que ces modèles sont applicables pour les TPE, PME, voire les ETI, ou est-ce qu'on va avoir une forme de fracture où l'intelligence artificielle performante va être réservée aux grands groupes, ou on peut l'espérer sur les sociétés de taille plus modeste? En fait, aujourd'hui, des solutions, j'irais bon marché, il y en a plein. C'est-à-dire que même si vous parlez tout à l'heure, je parlais de TMS, vous avez des super extra TMS, voilà, mais il y en a qui sont beaucoup plus abordables, voire des solutions en ligne que vous pouvez juste louer à l'usage. Enfin bref, des solutions dans le digital, il y en a énormément. Après, ce qui compte vraiment, c'est votre volonté, en tant qu'entreprise, de collecter la donnée, de mesurer ce que vous faites. C'est sûr que tant qu'on fait des choses sous Excel à côté ou sur papier, c'est difficile de monter des tableaux de bord, etc. Alors on peut les faire, on remplit à la main, on fait des petits, etc. Tout le monde l'a fait sous Excel et ça se fait encore dans plein de boîtes, même chez nous à certains endroits, c'est pas. Mais la digitalisation, c'est vraiment une façon de mettre un pied. Et même si vous êtes une petite entreprise, c'est pas un problème. C'est-à-dire que derrière, il y a plein de choses à faire. Et quand on mesure bien. C'est toujours la même phrase. Ceux qui se mesurent bien peuvent s'améliorer. Si vous ne mesurez pas, vous n'êtes pas capable de savoir là où vous avez des opportunités, où là, il y a des choses à revoir. Si je peux juste rajouter une chose, en fait, ces jours-ci, ces solutions sont disponibles dans la cloud. Donc, il n'est pas nécessaire que vous ayez un serveur énorme dans votre entreprise. Et donc, oui, ils sont accessibles. Oui, je vous encourage même de le tester et commencer par ce qui s'appelle un MVP, Minimum Viable Product, quelque chose, un processus très très simple, et demander, dans le cas idéal, à vos collaborateurs de focaliser sur les tâches fastidieuses et répétitives et de faciliter leur vie. Parce qu'on a parlé de la transformation digitale et qui dit l'IA met en question aussi en fait la capacité de transformation de l'ensemble des collaborateurs. Mais si vous êtes capable de convaincre vos collaborateurs, vos collègues, par le biais d'amélioration du processus qui leur facilite la vie, à ce moment-là, vous avez éventuellement gagné. Donc, commencez petit et ensuite, on peut recréer et aller beaucoup plus loin, à mon avis. Merci. Juste une dernière question, parce qu'on est en train de dépasser le timing. Vous avez le micro ? J'avais donc juste une question. Vous parlez de l'IA qui peut être utilisée dans le cadre de l'amélioration des performances d'une entreprise concernant ses chaînes d'approvisionnement. Sauf qu'en fait, ces chaînes d'approvisionnement existent déjà. Or, dans le contexte du réchauffement climatique, ce qui a été énoncé lors des précédentes prestations, ça a été qu'il faut repenser un nouveau modèle économique. Et donc, l'IA, en quoi elle peut nous aider finalement? Parce que
l'IA peut nous aider, peut aider une entreprise dans le cadre déjà d'une chaîne de production qui existe déjà, mais en quoi peut-elle nous aider à penser peut-être un meilleur moyen, finalement, une meilleure chaîne de production, en sachant que l'intelligence artificielle n'a pas de capacité à innover. Donc finalement... Elle n'innove pas toute seule, et là vous avez tout à fait raison. Si vous prenez par exemple un plan de supply ou un plan logistique d'infrastructure, où est-ce que vous allez poser votre entrepôt, etc. Est-ce que j'ai besoin d'un seul entrepôt? Est-ce que j'ai besoin d'entrepôts régionaux? Comment je veux faire? Est-ce que je vais chercher de la marchandise en Chine, ou est-ce que si je la prends en Pologne ou etc. Voilà. Et par exemple, tout ça, il y a plein de choses à discuter autour de ça. Par exemple, si vous dites je vais me fournir en Pologne, c'est très bien. La Pologne, c'est pas loin. La Pologne, c'est l'Europe. L'électricité polonaise, c'est pas l'électricité française. Donc, une usine qui tourne en Pologne, qui fait tourner ses moyens de production d'électricité, le bilan carbone versus un produit acheté en Chine, même venu par bateau sur 40 000 km ou 15 000 km, et bien là, ça fait partie des éléments. Donc, tout ça, dans la chaîne de décision, où est-ce que je m'approvisionne, etc., ça a son importance. Et donc, à partir du moment où dans votre sélection, etc., vous intégrez le calcul carbone, etc., ça vous permet là aussi de voir comment faire. Et quand on met dans le calcul carbone, il y a aussi les minimums d'achat, etc., tous ces trucs-là qui entrent en jeu. Le mode de transport que vous allez faire et les optimisations que vous êtes en mesure ou pas de faire, tous ces jeux-là. Et pareil sur la partie supply, le fait de déplacer un entrepôt, etc., ça remet en cause tout le plan de transport. Ce sera intéressant, ce sera bénéfique ou pas bénéfique finalement. Tout ça, il faut le calculer, il faut le mesurer, et ça fait des outils d'IA peuvent vous aider sur ce plan. Je sais, Frédéric, qu'on a peu de temps, mais est-ce que je peux vous donner un exemple? Cradle-to-cradle design. L'idée d'avoir un design qui est plus responsable. La conception d'un produit qui pourrait peut-être avoir donc comme matière première des ressources recyclées. Donc on revient de ce que j'ai dit au début, les critères ESG et en fait la chaîne de valeur. Donc ici par exemple Adidas ou mon chaussure. Donc c'est quoi les 3 composants dans mon chaussure et comment est-ce qu'on pourrait mieux le concevoir pour finalement avoir des ressources recyclées déjà dans la production de ma chaussure, et à ce moment-là, si j'ai ça comme critère pour mes fournisseurs, et si ça, c'est utilisé par les investisseurs pour investir ou non dans une entreprise, l'avantage compétitif durable d'une entreprise, si ça, c'est pris en compte, à ce moment-là, l'entreprise commence à repenser la conception de leurs produits. Et donc, si je peux utiliser, par exemple, 80% des matières primaires recyclées, je change donc ma conception de ma chaussure pour que, finalement, une fois que c'est à la fin du cycle de vie, je suis capable de le décomposer et réutiliser. Donc, c'est finalement la chaîne de valeur qui m'intéresse, pas seulement la chaîne d'approvisionnement, j'ai envie de dire. Merci beaucoup. Merci pour ces... J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à nous écouter, à découvrir et à apprendre, parce que c'est vrai que les mots-clés qu'on a pu essayer de décrypter et d'appréhender ce midi étaient pas si simples. Je voudrais remercier nos entrepreneurs, Antoine Goyer, Alan Ferbach, Laurent Chuffard, et puis bien évidemment mes collègues de Schema, d'Affaires Cédane, Diane de Saint-Afrique, bien évidemment, et Maximilien Reich. Je voudrais qu'on les applaudisse une dernière fois. Un grand merci à vous. Et j'espère que ça vous a plu. Au revoir, à bientôt.